Bien, bonsoir à tous. Ce soir, les entretiens de Chaillot sont d'un type un peu spécial. Vous savez que ce sont des conférences à caractère monographique. Et ce soir, ça va être un autre exercice. Et peut-être que le mot entretien aura encore plus de signification ce soir. Car il ne s'agit pas d'une conférence sur une agence, sur une démarche, quoique. Et il n'y aura donc pas de présentation de projet, à moins que, surprise, il y ait quelques slides qui viennent se glisser. Mais ce qu'on vous propose ce soir, c'est une discussion autour d'un livre, parce que ce n'est pas non plus une sortie de livre, mais une discussion autour d'un essai intitulé « Four Walls and a Roof », publié par Harvard University Press il y a maintenant presque 2 ans. Donc voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une sortie de livre, mais l'événement est assez important et les thèmes qu'il traverse méritaient qu'on aille beaucoup plus loin, surtout que l'ouvrage est sous-titré « The Complex Nature of a Simple Profession ». Donc là, on voit déjà le côté paradoxal et donc cette rhétorique qu'il va nous expliquer. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que cette couverture, un peu étrange, déjà c'est une sorte de statement en soi pour moi, et on aura une discussion avec Jean Attali là-dessus, sur le no design. C'est-à-dire que la couverture est en fait une maison en béton recyclé, prise à Wusterwitz en Allemagne. Donc là aussi, étrangeté. Donc les seules photos qui défileront ce soir seront celles issues du cahier d'images qui sont dans ce livre, et en fait dédiées à la destruction. Alors évidemment, le fantôme de Charles Jenks tout de suite apparaît. On se souvient qu'il avait déclaré que l'architecture moderne était morte à Saint-Louis le 15 juillet 1977 à 3h32 ou aux environs. Alors commençons par l'auteur, Rainer de Graaf. Il est architecte et partenaire de Loma. Et il dit que sa carrière, en fait, a commencé quand l'histoire s'est terminée. Il veut dire peut-être l'histoire moderne. Il veut parler là, ça nous ramène à la politique, à l'été 1989. Donc c'était la chute du mur de Berlin. Une agence qu'il intègre en 1996, il y a maintenant 23 ans, soit une grande longévité à l'agence. C'est assez important parce qu'il y a un turnover avec beaucoup de jeunes architectes qui vont faire leurs armes là-bas, et lui, il va justement devenir l'un des piliers. Et en 1999, d'ailleurs, il va participer à la création de l'AMO, qu'on pourrait parler d'une mirror image of OMA, que l'on pourrait définir par ailleurs comme un think tank de l'agence. Alors, ce think tank, on l'a vu s'intéresser à d'autres choses. En fait, le but de ce think tank est d'élargir le champ, d'interroger la production, d'appliquer en fait la réflexion architecturale à d'autres domaines. Et en fait, le livre de ce soir, en fait, il est l'application, je trouve, complètement de ce positionnement de l'AMO. On se souvient notamment de la réflexion autour du nouveau drapeau européen, qui n'est jamais sorti, mais nous, on a connu le projet, on a connu l'image. Rainer de Graaf va travailler notamment sur plusieurs grands projets de l'agence, comme l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, ou l'ensemble de D. Rotterdam, un îlot dense sur le thème de la mixité, qui a été énormément publié, et à juste titre, tellement c'est intéressant dans cette confrontation avec Villars-Retz de l'autre côté de la Meuse. Et puis, très récemment, avec le Timmerhuis, j'espère que je prononce bien, qui est l'extension du bâtiment de la municipalité de Rotterdam, avec commerce, musée et logement, encore une fois, la mixité. Et très récemment, et ça c'est un travail étonnant, parce qu'il est peut-être beaucoup moins connu, les 2 tours de Nora Tornen à Stockholm, qui est un travail sur la préfabrication et le brutalisme appliqué à une opération de luxe. Et là, il y a quelque part une provocation, quelque chose d'intéressant, en effet, à souligner. Et il a participé, bien évidemment, à la biennale dirigée par M. Collas à Venise en 2012. Il était le commissaire alors d'une exposition qui s'appelait Public Works, Architecture by Civil Servants, c'est-à-dire que justement, il revenait sur les grandes années du GLC à Londres et autres, et aussi en France, avec l'importance de l'engagement public sur la commande publique, avec des architectes beaucoup moins connus que toutes les stars qu'on voit d'habitude à la Biennale. C'était aussi un positionnement. Je remercie Jean Attali d'avoir accepté d'entrer dans la discussion. Alors, je rappellerai qu'il est philosophe, qu'il consacre l'ensemble de ses travaux aux questions liées à l'architecture et la ville. Il a conçu
un atlas mondial des villes, c'est dire l'ambition d'un projet dont on verra, j'espère, un jour la publication. Mais enfin, il s'est lancé dedans, c'est un vrai travail de recherche profond et worldwide, on pourrait dire. Il enseigne à l'école de Paris-Malaquais. Beaucoup, peut-être qui sont dans la salle, le connaissent et suivent son enseignement. Et je dirais qu'il a une histoire un peu avec l'OMA. Pour avoir travaillé notamment sur l'expo Mutation, présentée au tournant du siècle, à Arc-en-Rêve, on s'en souvient tous. François Chalin, que je salue ici, y était, qui était donc un projet de Rem Koolhaas avec des Stefano Boeri dans une mise en scène de Jean Nouvel, on se souvient, mais aussi sur le concours de la bibliothèque de Jussieu, soit une vingtaine de suivis de l'agence. Alors, je vais maintenant lui proposer de nous expliquer la structure de ce livre dont il peut dire qu'il est savamment construit. Qu'en pensez-vous, cher Jean ? Merci beaucoup, Francis, pour cette introduction. Pour faciliter la conversation avec Régnier, j'ai prévu de parler en anglais. Peut-être passerai-je par moment au français. Je remercie notre traductrice qui, pendant toute cette conversation, assurera la traduction de toute façon de l'anglais au français. So, I would like to begin from the beginning of Eh your bien, book. écoutez, je voudrais partir du départ, c'est-à-dire du titre, du sous-titre et de l'image que l'on trouve sur la couverture, c'est-à-dire 4 murs et un toit, une sorte de époquée phénoménologique, c'est-à-dire la réduction de nos préconceptions, de nos préjugés concernant l'architecture, afin d'arriver au cœur ou à l'essence de la profession. Ce qui est amusant, c'est que le sous-titre souligne la solution un petit peu compliquée qu'offre un certain nombre d'architectes lorsqu'ils doivent défendre un projet. Tant d'entre eux disent que finalement l'idée ou le projet est trop complexe, le site est encore bien plus complexe, par conséquent il n'y a pas de solution, mais plutôt la simplicité de notre réponse. C'est-à-dire que cette image semble être aussi simple que le titre. C'est une sorte de pavillon qui a été réalisé afin d'accueillir une famille un peu au milieu du rien, du néant, sans contexte, sans aucun trait d'architecture, mais plutôt l'évidence de sa fonction au sens strict. C'est-à-dire que le livre va montrer que l'apparence, que ce n'est que l'apparence de quelque chose d'aussi simple. La maison est faite de matériaux recyclés qui viennent d'un bâtiment qui a été démoli préalablement. Donc, tout porte à l'intrigue et le livre mène le lecteur à d'une superficialité qui est tout à fait fausse à une profondeur qui est réelle et permet d'y réfléchir. Donc, ma première question est que vous nous donniez quelques idées, quelques pistes sur la façon dont vous avez conçu ce livre. Eh bien, certainement. C'est une histoire un petit peu amusante parce que je ne suis pas certain d'avoir conçu le livre d'abord. D'abord, je n'avais pas l'habitude. J'avais l'habitude d'écrire, j'écrivais des articles pour la presse, pour un forum Internet. Et ça fait un certain temps que je faisais cela. Et à un certain moment, j'ai rédigé un essai sur le livre de Thomas Piketty sur le XXe siècle. C'était un essai assez spontané. Et j'ai trouvé des parallèles assez intéressants entre son histoire de l'économie et l'histoire de l'architecture qui permettait d'expliquer certains des changements étranges de style dans l'architecture, et bien mieux que
quelques traités sur l'architecture avaient pu le faire. Donc j'ai écrit cet essai, ce traité, après avoir publié différentes études. Et puis l'éditeur de Thomas Piketty, qui est en fait le même éditeur, a pris contact avec moi et m'a dit, est-ce que vous voudriez transformer cet essai, ce traité, en livre? Et je lui ai dit, écoutez, non, pas vraiment, parce que je n'ai pas le temps de le faire et je ne suis pas un économiste et tout ce que j'ai à dire sur ces parallèles que l'on peut établir, je l'ai dit en 5000 mots. Et c'est ça, en français dans le texte. Et puis je pense que c'est un membre de mon département des relations publiques qui a envoyé les autres essais, les autres traités à cette maison d'édition. Et cet éditeur a eu l'idée de rédiger un livre sur ces différents traités, ces différents essais. Donc, ce qui signifiait qu'en fait, la moitié du livre était quasiment rédigée. Et ce livre, en fait, c'est un recueil de ces essais. La moitié d'entre eux existaient bien avant que le livre ne soit publié et l'autre moitié a été rédigée après cette offre pour suggérer une sorte de cohérence qui, sinon, n'aurait sans doute pas existé. Donc la structure du livre, dans une certaine mesure, eh bien, est extrêmement importante. C'est une sorte de collage, c'est partiellement un collage d'éléments qui ont été rédigés sans avoir l'idée de faire un livre. Voilà, c'est pour ça. Simplement pour clarifier donc cette idée de la construction, je voudrais dire d'abord que c'est très difficile de se souvenir en permanence de la portée du contenu de ce livre. Et là, la première façon dont j'ai abordé ce livre, c'était un petit peu de le sonder en piochant ça et là quelques échantillons de ces idées. Puis, une deuxième lecture a été la reconstruction du livre dans son ensemble. C'était un gros pavé de 500 pages, une sorte de brique. Il y a 7 parties, 44 chapitres. Un certain nombre d'entre eux avaient déjà été publiés dans différents journaux, magazines d'architecture, des pages web, autres, pratiquement la moitié du contenu qui avait été édité originellement dans ce livre. Les 7 parties constitue une sorte de polyptyque, pourrait-on dire, une série de panneaux avec des effets symétriques qui sont séparés par le centre. Le centre, ce moitié, permet d'avoir une sorte de symétrie, de sorte que le chapitre 4, donc les 7 chapitres, semble être l'axe central, comme s'il constituait en fait l'entrée principale d'un bâtiment qui se situerait au centre géométrique de son dessin, de sa construction. Donc cette situation du livre, ou en tout cas sa construction, me fait penser à l'un des bâtiments les plus importants qui a été réalisé par OMA à Rotterdam, qui est le Kunsthal, qui est un manifeste d'architecture de la sorte. Donc j'imagine que l'on se sent à l'aise quand on commence à lire le livre à partir de cet endroit, c'est-à-dire la moitié. Je me souviens que Gilles Deleuze a parlé des 1000 plateaux en disant que c'est un livre qui doit être ouvert par son centre. Donc, ma deuxième question, et là j'insiste vraiment sur ce point, pourriez-vous nous justifier la construction, ou en tout cas la structure du livre? Je sais que vous comparez en général les 7 chapitres à la politique un peu médiévale, ou plutôt à un polyptyque médiéval. Donc, c'est une construction que je considère très intelligente de cet ensemble. En effet, je dois dire que la comparaison avec le Kunsthal est tout à fait nouvelle pour moi. Je n'y ai pas du tout pensé lorsque je l'ai rédigé, mais je crois que je vais l'utiliser désormais lorsque j'expliquerai le livre. Le 7, évidemment, a un centre, une moitié, c'est-à-dire un chiffre impair a toujours un centre. Et mon expérience professionnelle, personnelle, se trouve au centre d'une réflexion sur, d'une part, les expériences professionnelles du passé qui précèdent la partie centrale, et puis un essai spéculatif sur l'avenir de la profession. C'est-à-dire que le numéro 7 en soi porte sur les 7 péchés capitaux ou les 7 vertus capitales de la Bible.
Ils y font référence. Il me semble que cela fonctionnait parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais lu auparavant portait sur 7 points importants, mais ce chiffre 7 est tout à fait intéressant parce que les 7 péchés capitaux, les 7 vertus capitales sont étroitement liés, de sorte que chaque partie du livre, pour moi, représente un péché ou une vertu de l'architecture, et ce, de la même façon. L'autorité, la première partie, tout à fait évident. L'inspiration individuelle, qui est la deuxième partie. La troisième partie, c'est-à-dire des causes trouvées qui se reflètent sur les bonnes intentions. Donc, ce sont des réflexions sur la bonne et la mauvaise nature de la profession. Ça, c'est sur la cinquième partie. La sixième est une réflexion sur l'autonomie supposée de l'architecture et l'indépendance de la politique qui, me semble, n'existe pas. La sixième partie, c'est la mégalopolitique. C'est le flirt de l'architecture avec les grandes échelles. Et bien sûr, le dernier, le progrès. C'est une réflexion sur le progrès, si tant est qu'il y en ait. Et donc, pour moi, c'est tout à fait intéressant qu'en soi, ce sont des inspirations qui sont tout à fait louables, mais je crois qu'il y a eu un certain nombre de changements qui sont intervenus du XXe au XXIe siècle, c'est-à-dire avant la fin de l'histoire et la fin de l'histoire. Disons qu'à la fin du XXe siècle, lorsque toute l'éthique de l'architecture moderne, qui était des forces pour le bien, ont couru le risque de devenir des forces pour le mauvais, à moins de se recalibrer sérieusement. Et je crois que c'est un point de réflexion, c'est-à-dire que l'architecture peut être utilisée tout à fait à l'encontre de son intention première. Donc, ici, nous arriverons, nous en reparlerons certainement. Mais avant, j'aimerais expliquer, ou vous inviter à expliquer quelle est votre position spécifique à l'intérieur de votre cabinet d'architecture. Qu'est-ce qu'il y a, ce qui est si intriguant dans votre recueil, c'est l'absence de toute référence aux réalisations de l'OMA et au rôle spécifique que vous y jouez. Disons qu'excepté l'avant-dernier chapitre concernant le globe captif qui a été commenté de façon si brillante par vous-même, Rem Koolhaas n'apparaît jamais, si ce n'est en tant que fondateur anonyme de votre cabinet d'architecture, en page 212. Certes, c'est un livre qui vous est propre, qui est volontairement déconnecté de la pratique, ou en tout cas des réalisations de OMA, malgré le fait que vous évoquez clairement vos recherches, vos trouvailles ou vos engagements professionnels dans le monde entier, que ce soit à Dubaï, en Russie, en Amérique, etc., etc. Et c'est assez amusant de lire à la fin du livre cette petite notification. Les noms et certains détails qui identifient certains individus décrits dans ce livre ont été changés afin de protéger leur vie privée. Non, non, c'était un éditeur américain. Vous pouvez imaginer les répercussions que l'on peut avoir lorsque l'on a un éditeur américain. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi et comment pouvez-vous prétendre à votre, disons, à être l'auteur en tant qu'écrivain et avoir participé comme l'un des architectes les plus proéminents dans ce partenariat de l'OMA? Je sais aucune manière en train de vous critiquer, mais je voudrais comprendre pourquoi, comment vous envisagez ce rôle dans le réseau OMA. Vous dites que Rem Koolhaas n'apparaît pas dans le livre, alors qu'il le fait dans un passage très clair, ou que j'aimerais lire avant de cela, parce que cela indique clairement beaucoup plus que quoi que ce soit dans le cabinet, bien plus
plus que tout ce qu'on a dit dans le document. C'est donc au mois de février 2012. J'ai été arrêté à la frontière russe parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon visa. J'ai un nouveau passeport. Le visa n'a pas été transféré correctement. J'essayais de rentrer en Russie et on m'en empêche. Je suis écarté, mis dans une salle à part. La porte est fermée à clé et l'on me dit d'attendre et d'attendre et d'attendre. Donc, il me restait de la batterie sur mon téléphone portable et j'essaye d'appeler l'ambassade de Hollande. Page 234. Avant que ma batterie ne s'épuise, j'ai décidé d'appeler l'ambassade de Hollande. Allô? Allô? Qui est-ce? Qui est à l'appareil? J'ai déclaré mon nom, le nom de ma société, et puis j'explique quel est mon problème. Voilà. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Je redis mon nom, le nom de ma société, et j'explique quel est mon problème. Ah. Silence au bout du fil. Vous êtes ici pour voyage d'affaires? Oui, réponds-je. Avec une société russe? Oui. Peut-être serait-il mieux que vous preniez contact avec eux. Généralement, ils veulent en faire beaucoup plus pour les gens que nous-mêmes, même s'il s'agit de ressortissants hollandais. Je suis désolée de vous dire cela, mais voilà, c'est la situation. Ah, silence. Avez-vous dit Kohlhaas? Je ne l'ai pas dit. Parce que si vous parlez avec lui, pourriez-vous lui transmettre que l'ambassade de Hollande serait ravie de l'accueillir dans nos verres du vendredi après-midi lorsqu'il viendra en Russie? Nous serions enchantés. J'ai raccroché. Voilà, c'est ma position dans le cabinet d'architecture. J'ai écrit le livre avec un titre très personnel et ça a été tout à fait intentionnel, vous pouvez l'imaginer, bien entendu. Le cabinet d'architecture apparaît dans tout le livre. J'ai été d'abord employé, puis par la suite travaillé en tant que partenaire et puis copropriétaire, ou en tout cas au bureau depuis 1996. Cela fait donc 23 ans, donc pratiquement un quart de siècle. Et dans une certaine mesure, je suis le cabinet et le cabinet est moi-même. C'est-à-dire tout ce que je fais, pense, est l'architecture. Il est pénétré par l'esprit de ce bureau, de ce cabinet. Ce sont toutes ces années d'éducation, de formation dans l'architecture. Tout cela pour vous donner une idée de cet équilibre qui y préside. Néanmoins, l'un des points les plus intéressants concernant le cabinet d'architecture en question, c'est que peut-être connaissez-vous la déclaration de Gertrude Stein qui dit « Lorsque vous allez là, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a rien là-bas ». J'ai également des idées concernant la position du cabinet en tant que cabinet. Et dès que je suis rentrée dans le cabinet, tout cela est devenu une sorte de chaos. J'avais des idées préconçues, alors que, en fait, c'était une sorte d'ensemble tout à fait désorientant de tout, dont on pouvait prendre ce que l'on voulait et on pouvait en donner tout autant. Donc, je ne peux pas parler au nom du cabinet parce que, franchement, je ne sais pas clairement quelle est la position du cabinet sur un certain nombre de choses. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une mentalité particulière qui, je le sais, est celle de OMA, mais disons, dans une certaine mesure, si l'on peut établir une posture, une position, il est quasiment impossible de verbaliser une position ou une mentalité. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est un mélange de curiosité, de scepticisme, une ambivalence fondamentale à l'égard de tout ce qui est bien, mais également, il y a un moment pivot concernant les 7 péchés capitaux et les 7 vertus capitales, et vraiment où l'un peut devenir l'autre en fonction de la température qui règne dans l'ensemble. Je crois que c'est tout cela, le cabinet. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais dire au nom du bureau de OMA, en réalité, le cabinet est très, très fort et
Pourtant, il ne s'est jamais établi, n'a jamais gravé son opinion dans le marbre, jamais a rendu son opinion de façon explicite, et donc ni même à l'égard de la stagnation en matière de développement. Si je me souviens très bien, même auparavant, avant d'entrer dans le cabinet, c'était pratiquement une surprise lorsque l'on parlait de projet. Si on avait un projet, une mission, je crois que nous ne sommes même pas une marque. Eh bien, en tout cas, si nous étions une marque, eh bien, nous essaierions probablement d'essayer de fonctionner. L'un des critiques a insisté sur ce même point, comme vous l'avez fait. Il avait dit que ce cabinet est une sorte de grand vide dans une certaine mesure. Toutes les histoires y circulent, tournent en rond. C'est-à-dire que toutes les histoires, on peut plus ou moins situer le lieu du vide, mais c'est la seule chose que l'on puisse faire. En tout cas, je crois que le livre que j'écrirai, le prochain, sera un roman. Je crois que c'est vraiment l'idée. Essayer, en tout cas, il voit la lumière du jour. Écoutez, merci beaucoup pour une réponse aussi vaste à cette question. Je crois que ici, vous revêtez, vous endossez ce double de la profession d'être à la fois un architecte et un écrivain. Et cette situation particulière vous oblige, vous contraint à certains aspects fondamentaux que représente OMA. C'est-à-dire que le fait d'écrire des livres, le fait de décrire les cercles autour du néant, autour du vide, est un peu la toile de fond de ce cabinet d'architecture de l'agence. Et je reconnais dans la façon dont vous écrivez le livre, que vous le présentez à travers le ton que vous adoptez tout au long des lignes, dans votre façon d'écrire, je reconnais quelque chose que vous partagez avec le fondateur de l'agence. Passons maintenant au contenu de certains chapitres. Je suis frappé par la qualité tout à fait particulière de votre argumentation. Vous semblez aimer les paradoxes. Deleuze, à nouveau, disait que le paradoxe vous garde proche de la contradiction, mais sans vous laisser tomber dedans. Donc, si l'on raisonne de cette façon paradoxale, cela produit une pensée qui est attirée par le jeu entre les perspectives opposées, mais rend la contradiction ou la transforme en une polarité simple, en une simple polarité. La polarité n'est pas exclusive, comme l'est la contradiction. C'est un axe, une sorte de moment entre deux points à deux extrêmes, d'entre deux extrémités. C'est-à-dire qu'il y a tout un éventail concernant ces arguments dans votre livre. Donc, ce commentaire m'a permis d'imaginer quelle était la qualité la plus intrigante de votre écriture, c'est-à-dire le ton, ou en tout cas l'état d'esprit qui permet d'être constamment en train d'équilibrer ou de déséquilibrer, ou d'être en équilibre ou en déséquilibre entre l'exaltation et le désenchantement. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce ton, cette ambiance un petit peu changeante de vos sentiments, de vos déclarations, particulièrement lors du journal que vous avez rédigé au cours de vos voyages au Moyen-Orient, en Russie ou même en Europe? Vous voulez parler du ton de mon livre? En fait, ce journal est différent des articles parce que dans les articles, ce sont des explosions d'énergie, soit des moments qui traduisent une irritation, soit des moments où ça traduit un enthousiasme. Mais les deux peuvent être des sources d'écriture très puissantes, soit vous aimez, soit vous détestez. Alors que le journal, c'est quelque chose de très différent. Le ton du journal est très différent également. Il est beaucoup moins policé, puisque j'essaye pas d'avoir raison ou je n'essaye pas de convaincre les gens. C'est juste une manière de réfléchir. Et en fait,
Je ne l'écrivais pas au fur et à mesure. Je l'ai écrit quand j'ai écrit le livre. Donc tout ce que j'avais, c'était mon calendrier, mon journal à moi. Mais des éléments qui me rappelaient des souvenirs et encore des souvenirs et qui déclenchaient d'autres souvenirs. Et c'est cela qui a amené ce ton dans l'écriture. Parce que là, toute l'énergie est consommée par le fait de creuser dans sa mémoire pour essayer d'être aussi précis que possible sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs quelque chose que le rédacteur, l'éditeur a aussi noté parce qu'il a enlevé des morceaux à cet endroit-là. Parce que c'était un journal, donc écrit sans adverbe, sans adjectif quasiment. Oui, mais la rédaction est parfaite parce que vous écrivez dans un anglais très vivant. Qui rend la lecture du livre, qui fait de la lecture du livre une expérience très vivante pour nous d'ailleurs. On a le sentiment qu'on ressent votre passage de l'enthousiasme ou de la jubilation au désespoir. On a le sentiment de comprendre et de ressentir les différentes situations que vous relatez. Quand vous devez, par exemple, persuader un client, lorsque vous vous heurtez à de gros obstacles, ou lorsque vous vous trouvez déçu par certaines situations. J'aimerais, si vous me le permettez, traduire quelques brefs extraits de votre livre pour les francophones. Pour qu'ils comprennent certains des sujets que vous développez. Le premier est sur la crise financière de 2008. C'est le 20e texte. La réhabilitation de l'urbanisme en tant que l'autre produit du boom de la construction, est resté largement inaperçu. Les architectes ont été bien heureux d'abandonner le domaine de l'urban planning aux grands bureaux d'ingénierie, avec pour résultat ce fait que n'existe ni de bonnes pratiques, ni de théorie en ce qui concerne la plus grande part des plans urbains de ces 10 dernières années. En tant qu'agence, nous avons été à la fois les témoins et les participants de cette révolution silencieuse. Nous avons connu de très près l'expérience qui consiste à imaginer, à concevoir, à esquisser des futurs d'une audace jamais vue depuis Le Corbusier. En 2007, une part substantielle des revenus de l'agence venait de commandes pour le design de grands masterplans urbains. La crise de 2008 a suspendu beaucoup de ces opérations de planification, mises en attente pour un temps indéfini, scotchées entre avortement prématuré et redémarrage anticipé. Ce qui reste, c'est un travail qui n'est connu qu'à travers son imagerie. Des plans pour le futur, selon la vision de l'époque, celle d'une immense demande et de la prospérité du marché. Même si le boom d'avant la crise était propulsé exclusivement par les forces du marché, il a permis pour la première fois en 50 ans un pic aussi étrange qu'inattendu de modernité nouvelle et sans compromis. La simple échelle de nombre des opérations livre des aperçus extraordinaires sur la manière dont certains architectes contemporains pensent être capables de construire des villes entières. La ville a viré vers un univers imaginaire dans lequel l'idée,
où l'idéal est poussé jusqu'à son ultime conclusion, une exécution dénuée de contradictions. En ce sens, c'est davantage à travers les images de visions urbaines non réalisées qu'à travers les icônes d'architecture construite que se manifeste le plus clairement la signification réelle de la dernière décennie. Qu'y aura-t-il ensuite? Le moment présent est principalement celui des questions. Est-ce que le boom d'avant la crise finira dans les livres d'histoire comme le souvenir d'une aberration, ou bien se montrera-t-il comme le précurseur des choses à venir? Est-ce que l'expression « en attente » qui s'est appliquée à tant d'entreprises n'est qu'un euphémisme convenable pour garder espoir? Est-ce qu'elle signifie l'incapacité partagée à se confronter aux faits de la part des commanditaires, tout comme de la part des architectes? Ou bien ne signifie-t-elle qu'une pause qui dure, un coma d'où ces entreprises se réveilleront un jour? So my question is, ma question est donc la suivante. La principale illusion de la planification et de la conception urbaine serait une perspective urbaine dépourvue de toute contradiction sociale et dépourvue de conflit. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez parlé de cette capacité à libérer la vision de l'avenir de ces contradictions. Et ainsi, vous nous rappelez à la réalité de ces contradictions du monde. Je me souviens quand cet article a été rédigé. C'était pour une exposition qui a eu lieu en 2011 à l'école britannique de Rome. C'était peu de temps, donc c'est assez peu de temps après la crise financière de 2008. Et ce qui m'a frappé au moment qui a juste précédé la crise, par analogie avec la vision des premiers modernistes, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait une suspension momentanée de tous les doutes. Et c'est ce qui peut souvent vous donner un bref aperçu de l'avenir. L'avenir, c'est le domaine de l'imagination et on peut même dire des hallucinations. Vous savez, les meilleures hallucinations, on les a quand on prend des substances qui vous enlèvent tous vos tabous, tous vos doutes. Or, dans la période qui a précédé la crise, la profession dans son ensemble semblait propulsée dans cet état d'ivresse et d'euphorie où tout paraissait possible. Il y avait abondance d'argent, abondance de tout. Et donc, toutes les cartes étaient là. Et ça comme d'ailleurs Le Corbusier l'a fait. Et le Corbusier a montré ses cartes dans le plan voisin à Paris. Ou avec le projet de New York, lorsque New York a été aplati, avant qu'il était plus plat, avant l'arrivée de nouveaux gratte-ciel. Donc ce sont des périodes qui font peur, des périodes dangereuses. Mais c'est aussi un cliché, une radiographie intéressante de ce que feraient certains architectes marginaux s'ils ne l'étaient pas marginaux. Ça donne un aperçu de leur psyché véritable et de leur avenir, puisqu'ils sont en partie responsables de ce qui va se passer. Le titre de l'exposition, c'était « On hold », c'est-à-dire à l'arrêt, ce qui est intéressant, parce que quand une promotion ou quand un projet immobilier est à l'arrêt, il est « on hold », et il est en pause. Et c'est là qu'on se pose des tas de questions.
et puis il est en pause pendant un moment, et puis plaf, ça repart. Je fais partie d'une profession où il faut quand même faire attention à ce qu'on fait des antidouleurs. Je vais vous relire un autre passage de l'ouvrage, toujours sur l'urbanisme et le marketing. It's page 179. Jusqu'à quel point les disciplines de l'urbanisme et du marketing ont-elles fusionné? Durant les 30 dernières années, presque partout dans le monde, l'initiative en matière de construction de la ville a été transférée au secteur privé. La discipline de l'urbanisme doit maintenant donner forme à des développements, tandis que dans le même temps, elle se trouve entièrement à la merci du marché pour la réalisation des dits développements. Plutôt que d'organiser et de mettre en forme une quantité donnée d'usages bien définis, la tâche est désormais de loger un futur seulement imaginé. On préempte une expérience urbaine alors que la substance même de cette expérience reste indéfinie. À la base, le défi est de devoir être à la fois vague et explicite. La conséquence de ce changement est d'avoir largement laissé en berne la profession des urbanistes. C'est comme si l'éthique d'une analyse précise et d'une planification attentive était devenue tout à coup sans valeur. Les slogans publicitaires et les questions de marketing ont pris leur place, les rendus précèdent les plans, la vente du foncier précède la planification des infrastructures, l'image précède la substance. Pour chaque ingénieur, il y a 100 commerciaux. Yes. So my question is, Ma question est donc la suivante. 12 ans plus tard, est-ce que vous faites toujours le même diagnostic? Yes. Oui. Because essentially this Oui, is parce que the fundamental contradiction that je pense que c'est là qu'on trouve la contradiction fondamentale à l'heure actuelle. On dit effectivement que la discipline de l'urbanisme doit donner sa forme au développement alors qu'elle est à la merci du marketing. Dans les années 50, vous pouviez vous appuyer sur les commissions publiques, sur les qui vous permettaient, avec les commandes publiques, de répondre à certaines demandes. Mais avec l'économie de marché, l'urbanisme est devenu une forme d'entrepreneuriat. L'urbanisme doit désormais attirer les populations. C'est donc une espèce de vœu pieux permanent pour atterrir les populations et on se trouve dans une concurrence, une compétition constante avec les autres lieux qui font la même chose. Ce qui me ramène à ce que vous avez dit tout à l'heure, avec l'autre partie du livre que vous avez lu, c'est-à-dire que c'est peut-être ce que cherchent à faire aussi ces utopies extrêmes, c'est-à-dire de pousser leurs rêves à l'extrême en hurlant plus fort pour attirer le plus de population possible. Et l'image n'est plus la traduction de la réalité. L'image maintenant précède la réalité et devient une publicité, un dispositif de publicité. Et les deux sont étroitement liés. Et c'est là l'état de la profession de l'architecture dans le cadre de l'économie de marché, que cela nous plaise ou non. L'économie de marché, qu'il y ait ou non crise, c'est le système mondial. Et encore plus maintenant qu'à l'époque. Il y a 20 ans ou 30 ans même, tout le monde pensait
que l'économie de marché et la démocratie électorale étaient étroitement liées. Or, ce que nous montre le monde actuel, c'est qu'il y a des pays où il n'y a pas d'élections, ou des élections dont on connaît l'issue par avance. Or, ce sont des pays qui souvent font mieux au plan efficacité économique que les démocraties électorales. Donc les systèmes ne sont pas d'accord sur quoi que ce soit, si ce n'est l'économie de marché, qui devient quelque chose qui s'auto-perpétue. Et ce que j'écris ici, à mon avis, est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Ce que j'apprécie particulièrement dans votre livre, c'est la clarté de ce diagnostic qui ne constitue pas un obstacle à votre propre vision des choses. C'est-à-dire que j'entends par là que la profession d'architecte est dans une certaine mesure perturbée, si ce n'est corrompu par l'importance tellement énorme du marché, même si vous prétendez que l'opposition entre les régimes politiques ne finalement marque plus la différence aujourd'hui à l'heure au moment de faire la ville. Vous vous maintenez néanmoins éloigné ou vous gardez une certaine distance vis-à-vis de ces situations parce que vous-même vous exprimez des doutes, vous n'exprimez pas des certitudes et c'est pour cela que dans le ton du livre, il est très important de ressentir cela à l'égard de vos engagements vis-à-vis de l'architecture et de l'urbanisme. C'est vrai, mais là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Je pense que notre profession ne doute pas suffisamment, ou alors, disons que individuellement, certaines personnes doutent, mais c'est un très grand tabou que de douter publiquement. Parfois, j'ai l'impression que plus l'on doute à l'intérieur de soi-même, moins l'on doute en public. Il y a fort peu de livres sur l'architecture par des architectes qui sont honnêtes. La plupart sont des sortes de livres qui font la promotion de leur construction. Ce sont des efforts quasiment héroïques dans lesquels ils ont essayé de montrer par leur réalisation, un peu comme Charles Ponson dans ses livres. Moi, j'aimerais bien parler de mes échecs parce que parfois, dans, disons, l'échec, il y a plus de profondeur que dans la réussite. On est forcé de réfléchir et il me semble que pour acquérir la connaissance de tout effort et même d'un échec, eh bien, c'est une partie essentielle, fondamentale de l'architecture. Si l'architecture veut survivre et progresser, je crois que c'est assez simple en soi. C'est-à-dire que la solution à n'importe quel problème commence par la reconnaissance honnête qu'il y a un problème. Et dans une certaine mesure, c'est ce que fait le livre. Et voilà pourquoi le livre est si sec dans une certaine mesure. Et si, disons, n'est pas passionné, c'est-à-dire c'est un peu phénoménologique. Oui, en effet, il me semble que votre sincérité au regard ou vis-à-vis de ces questions concernant les doutes ou l'absence de doute fait de vous un véritable écrivain, un véritable auteur. C'est-à-dire que la distance que vous prenez entre votre rôle en tant qu'architecte et celle que vous mettez avec votre rôle d'écrivain et justement cette capacité à être sincère et à pouvoir exprimer les doutes à l'égard des différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez.
Oui, c'est tout à fait intéressant parce que je suis convaincu qu'il y a une sincérité dans la création architecturale, il y a une sincérité dans l'écriture et il y a une sincérité dans la réalisation d'une architecture. Il y a fort peu de sincérité lorsque l'on parle de la création architecturale, lorsque l'on essaye de faire un pont entre ces deux points, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ah, c'est vrai. Donc, passons maintenant à la question de la créativité, aussi bien dans l'architecture que dans l'écriture. Je vais lire un passage appelé « Créativité » en page 71. Inevitable box. Est-ce que l'on peut construire une œuvre à partir d'une seule bonne idée? Si c'est le cas, qu'est-ce qui crée une telle idée? Une bonne idée, est-ce ce qui rend superflues les idées qui viennent après? Lorsqu'on invente quelque chose de bien, quelle raison y aurait-il à s'opposer à son application en attendant qu'arrive quelque chose de mieux? Une fois qu'un paradigme idéal s'est établi, nous le répétons, tout découle de là, les choix suivants sont évidents. Il y a beaucoup d'idées, il y a peu de bonnes idées, les bonnes idées n'arrivent que rarement, la technologie, les médias, Internet ne changent rien à ça, il faut parfois plusieurs siècles avant que ne survienne la prochaine bonne idée. Des générations entières sont oubliées par l'histoire parce qu'aucune grande idée ne leur est venue. Si l'architecture est à la fois la conséquence et l'expression des ruptures technologiques, on peut se demander lesquelles de ces ruptures donnent forme à l'architecture d'aujourd'hui. La révolution de l'information, la révolution de notre temps, ne change pas les bâtiments, elle change la manière dont nous les utilisons. Ses effets sur les bâtiments sont limités, elle réduit même la demande de bâtiments. Qu'importe ce que nous faisons, ni où, ni quand. N'importe quoi peut se faire en n'importe quel lieu. En rendant les bâtiments indépendants de ce qu'on y fait, le numérique, on en reparlera, rend l'architecture non pas plus importante, mais moins. L'architecture se vante d'être une discipline créative. Pour autant que la créativité se base sur la nouveauté et l'invention, elle diffère de la logique qui est basée sur la déduction. Parfois, créativité et logique sont parfaitement synchrones, mais le plus souvent, c'est le clash. L'histoire d'amour entre créativité et logique est au mieux turbulente et de peu d'importance pour la plus grande part de la production architecturale. Aussi loin que remonte la production industrielle, l'architecture y a suivi une éthique de la répétition et de la réduction. La créativité, s'il en est, ne se produit que dans les marges. Are you thinking that Pensez-vous que vous travaillez à la marge? Cet essai en particulier est par excellence un état d'esprit. Malgré ses affirmations très robustes et presque viriles, c'est celle qui se rapproche le plus de la littérature dans le sens où, dans une certaine mesure, j'ai appliqué une méthode, imaginez un homme un peu comme moi-même. J'ai essayé de présenter un homme de façon méthodique, un peu comme moi-même, qui, de façon spontanée,
tombe amoureux des livres et qui est fasciné par les livres parce que c'est à la fois le résultat d'une architecture la plus poussée et le résultat d'une architecture non poussée. Miss Van der Rohe, notamment, n'est pas si loin de cela. Donc, en me rendant compte de cela, eh bien, j'ai rédigé cet essai dans une sorte d'état d'esprit très particulier. J'ai travaillé énormément sur cela, autour de cela. Et j'ai commencé par des petits paragraphes. Et puis, au fur et à mesure, cela s'est déclaré. Et tout était en fait des livres. Un peu comme de Baudrillard, après avoir découvert le phénomène de simulation. Et il ne voyait que de la simulation partout où il regardait. C'est un petit peu une ironie, en fait, voir comment une théorie peut vous échapper des mains, en fait, en réalité. Et comment il affirme un certain nombre de choses qui sont vraies. C'est une histoire de boîte, en fait, qui est tout. Elle est omniprésente, elle est partout, elle a le don d'ubiquité, en même temps, elle est marginale, elle est à la fois pertinente et non pertinente. Et en tout cas, c'est certainement l'essai que je préfère parce que cela n'a exigé de moi aucune recherche. C'était simplement une sorte de réflexion intellectuelle de ma part à l'égard de l'architecture. Mais en tout cas, elle exprime clairement votre préoccupation personnelle. Parce que vous avez travaillé comme une sorte de pionnier défendant une définition très précise du rôle de l'architecte partout dans le monde. Donc, il y a quelque chose qui est face à la situation économique, politique, lorsque vous rencontrez vos clients, lorsque vous essayez de répondre aux attentes des commandes qui vous sont faites, et dans une certaine mesure, vous résistez à cette profession claire, très professionnelle, très classique, pour conserver cette ambition de créativité qui est assez marginale dans une certaine mesure, mais avec un potentiel extrêmement fort. Peut-être que la ligne que vous lisez au milieu, parfois, les siècles passent avant que la meilleure idée apparaisse, etc. Parfois, ça pourrait être notre génération. Et c'était la mentalité avec laquelle j'ai rédigé cela, je l'ai écrit. Peut-être et peut-être pas, mais nous ne le saurons pas jusqu'à ce que ça produise. Et c'est à ce moment-là que nous saurons. Et la question, c'est qu'aucune génération, au cours de sa propre période, ne le sait. Mais oui, c'est vrai, c'est la boîte. Francis? Yes, on page 323, you're En talking page about 323, architecture vous as a parlez negotiated de art, l'architecture and it's comme un highly art political, négocié you say. et essentiellement said politique. that. Oui, So my j'ai question vraiment is, dit ça? Oui, vous le dites. La I question... didn't say that. Non, This je n'ai is, pas dit ça. That was a quote. C'est une citation que je fais. Okay. Est-ce qu'on a parlé ici du goût? Anyway, what do you think Quoi about qu'il en soit, que pensez-vous the art of negotiation? de l'art de Because, la négociation? to what Parce extent que dans quelle does the mesure, negotiation, we're talking about urbanisme jusqu'à négocié quel in point France. va la négociation? Nous parlons d'urbanisme négocié en France. Est-ce que vous vous sentez en accord avec cela, avec ce type de négociation? J'aime la négociation dans tous les domaines, mais pas dans l'architecture. Je pense que ce n'est pas le travail de l'architecte de négocier si bien sur tous les autres domaines, de sorte qu'il n'a pas à négocier en matière d'architecture. Enfin, c'est son rôle, disons. Si cela se produit à la marge et que vous décidez vous-même de la dimension que doivent avoir ces marges en négociant tout le reste, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une raison qui nous force à rester dans le contexte de l'architecture et également d'être intéressé par le contexte financier de l'architecture en particulier, parce que cela, dans une économie de marché, dans cet espace où l'on agit, pas l'idéalisme, mais ce réalisme cru. De qui est cette citation, d'ailleurs? Je suis en train de regarder.
En fait, ici, tout se mélange. Il y en a une qui a l'impression d'être l'une ou l'autre, et c'est là où on a des problèmes. En tout cas, c'est ma position. Je pense que l'architecture n'est pas un art que l'on doit négocier, mais c'est un art de négocier tout le reste qui permet de ne pas avoir à négocier l'architecture. Jean Attali revient sur une situation, c'est-à-dire la fusion de l'urbanisme et du marketing. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quelle est la stratégie de OMA. Comment faites-vous face à cette question du marketing? Je crois que nous y faisons face tout à fait correctement. Oui, oui, ça, j'en suis certain. Disons que l'un des points essentiels ici de notre agence, et qui est assez présent tout au long des lignes, c'est que nous avons une capacité à adorer ce que nous haïssons. C'est une sorte de vol freudien vers l'avant, où la fascination et le dégoût sont extrêmement proches l'un de l'autre. On peut regarder un phénomène et le regarder avec une révulsion totale, n'est-ce pas? Et on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Il y a cette phrase magnifique de Rem Koolhaas où il parle de la surface sur les vagues, où ce sont les architectes qui les survolent et qui parfois ils ont la capacité à utiliser de la puissance des forces, des vagues pour aller à l'encontre ou aller contre les vagues. Je pense que c'est franchement ce que font les architectes, mais tout d'abord, il faut être conscient de la force des vagues pour être en mesure de le faire. Il en va de même avec le marketing. C'est une tendance qui est indéniablement là, et c'est-à-dire que tout, on ne peut rien faire sans faire du marketing à l'âge de l'Internet, de l'économie du marketing. Il n'y a pratiquement aucune objectivité. Et dans ce sens, c'est une réalité que lorsque l'on commence à étudier en profondeur, on peut en faire quelque chose et s'en servir dans une certaine mesure. Je crois que dans certains contextes en particulier, nous l'utilisons de façon délibérée pour être capable de faire ce que nous voulons faire. J'ai une autre question sur cette approche du no design dont vous parlez dans votre livre, dans le domaine de l'édition. Nous nous souvenons toujours du livre de Bruce Mound en 2004, d'un livre de Bruce Mound en 2004. Et la question, c'est comment vous explorez une autre façon de présenter des idées qui ne, sans être de ce fait liées à l'image ou sans être pour autant liées à l'image. On parle ici de pouvoir de l'image. C'est vraiment tout à fait étonnant de voir comment vous n'établissez aucun lien avec un quelconque projet qui pourrait, disons, soutenir votre idée, être un support. Je n'avais droit que 70 images en noir et blanc donc, pour le présenter. Vous parlez de caractères ici, en particulier. Donc ici, mon livre est fait pour être lu. Il y a des livres qui ont des proportions bibliques et il n'y a pratiquement aucun fond dedans. Les gens lisent de moins en moins, on dit que les livres vont disparaître. Moi, j'ai pensé que c'était tout à fait intéressant d'essayer d'aller à l'encontre de la tendance et d'avoir cette forme d'écriture quasiment moribonde. Je suis un grand nostalgique et donc j'écris avec nostalgie sur des temps qui étaient, à mon sens, beaucoup moins nostalgiques que l'époque d'aujourd'hui. Notre agence produit tant d'images, tant de livres, tant de visuels, tant de bruits, qu'il me semblait que ce serait tout à fait agréable d'avoir cela comme une sorte d'antidote. Donc, je suis l'antidote. Donc, là, je pense que l'on pourrait répondre à des questions ici, dans l'auditoire. Mais je pense que toutes les thèmes qui ont été déjà abordés ou évoqués peuvent susciter quelques commentaires, interrogations
puisqu'on a souligné le côté intrigant de ce livre. Monsieur, là-bas. Can I ask a question in English? Puis-je poser une question en anglais? Je m'appelle Peter. That's why I ask in English. Je suis russe. Voilà pourquoi je veux poser la question en russe. J'ai apprécié votre réflexion sur l'économie de marketing, sur l'urbanisme et sur la gestion des villes, tout particulièrement. Et j'ai trouvé qu'il y avait certaines similitudes avec Antonio Negri et le livre de Michael Hart. Et donc, je voudrais vous demander si vous pensez que cette expansion de l'économie de marché et la façon où elle reprend beaucoup du public, est-ce que cela influence l'architecture? Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir en arrière si vous pensez que c'est le cas? Revenir à ces époques nostalgiques, et si c'était le cas, est-ce que ça serait bon pour l'architecture? Je crois que vous faites référence à un livre qui s'appelle No More Outside. Non, en fait, je fais référence à Empire. En fait, je pense que nous assistons à la globalisation de l'économie. Et celle-ci a progressé et elle est allée beaucoup plus rapidement que l'internationalisation de la politique, ce qui veut dire que le terrain de jeu de l'économie est toujours plus vaste et que le terrain de jeu de la politique, ce que signifie que dans un monde pré-globalisé, l'économie a été un sous-secteur de la politique et aujourd'hui, il semblerait que ce soit le contraire. La politique est désormais un sous-secteur de l'économie. Et je pense que l'architecture et pratiquement toutes les professions sont profondément affectées par cela et profondément affectées par... Et ce, pas nécessairement d'une façon positive, mais il serait très injuste et très irréel de demander à ces professions de présenter une solution au regard de cela, lorsque la solution à cela, en fin de compte, est politique. Et à moins que cela va durer un certain temps, et cela va durer encore fort longtemps, et probablement nous devrons produire des bâtiments, des plans directeurs dans ce contexte, ce qui ne veut pas dire que ce soit le système idéal en soi, et cela ne veut pas dire non plus que ce soit le dernier des systèmes, mais il doit y avoir de véritables chambres grâce à une recalibration politique, et jusqu'à ce que cela se produise, eh bien, c'est, disons, ce que nous avons, et ça vaut ce que ça vaut. My name is Melchior. I was in Russia during 1 year. Je m'appelle Melchior. J'ai passé un an en Russie à l'Institut Rockall et j'ai visité votre projet Rockall avec son grand plan directeur. Et il y a des bâtiments tout à fait intéressants comme les bâtiments Matryoshka. J'ai essayé de rendre anonyme tout dans le livre pourtant, mais ma question porte beaucoup plutôt sur savoir comment vous allez négocier particulièrement la création et les aspects artistiques, notamment dans le cadre de la galerie Tetriyakov. Je crois qu'il est très tôt pour répondre à cette question. Il est même extrêmement prématuré parce que c'est un projet qui est une étape très, disons, à son début. Mais s'agissant du livre, et pour lui rendre justice, je voudrais m'empêcher de commenter sur des projets OMAP spécifiques. Nous sommes un grand cabinet d'architecture, une grande agence. Il y a 9 personnes qui sont actionnaires minoritaires, qui ont tous leurs projets, qui ont tous leurs domaines d'exercice. Je ne travaille pas sur la galerie Tetriyakov à l'heure actuelle et toute réponse que je pourrais vous apporter serait le produit d'ignorance. Je veux bien répondre à des questions qui portent sur des projets que j'ai réalisés moi-même en tant qu'architecte. Je veux bien être le porte-parole. Mais je ne peux pas parler de Skolkovo ou de la galerie Tetriyakov parce que je ne suis pas responsable de ce projet. Donc, je suis tout à fait désolée de cela. Faites attention au projet
Parce qu'il semblerait que le projet a été partagé en 2 pages. Je ne sais pas ce qui est mieux finalement, être coupé en 2 ou d'être resté éloigné ou d'éviter d'être réduit ou écarté. Je ne sais pas. Quelle prudence en soi est un bon élément en matière d'architecture. Je crois que c'est assez intéressant que nous soyons largement critiqués sur un certain nombre de projets que nous acceptons, sur les lieux où nous travaillons. Néanmoins, je me sens toujours assez fier que nous nous salissions les mains de temps en temps, que nous participions dans des contextes où le succès n'est pas forcément l'objectif final. Et je dis cela dans quasiment tous les contextes. Mais je pense que tous les projets doivent être évalués à ses propres mérites. Il y a de bons projets dans des mauvais endroits du monde, il y a de mauvais projets dans des lieux du monde qui sont censés être bons. Et dès que l'on devient catégorique dans la prudence, dans la partie faisable de travail, eh bien, on court le risque de répéter constamment des attitudes morales prévalentes. Tous les lundis matins, nous évaluons les projets que nous faisons. Ce sont des discussions qui sont très élaborées, mais en discutant cela, c'est très intéressant. Donc, nous acceptons des projets en Russie en sachant exactement la façon dont les Russes gèrent cela. Nous refusons des projets aux États-Unis en connaissant la façon dont les Américains ou l'Amérique, l'orientation qu'a pris l'Amérique. Donc, si l'on a des sanctions, on devient rapidement un sous-produit d'un secteur. Donc, merci pour la mise en garde. Nous allons être très, très prudents avec la galerie Tetraïkov. Nous espérons ne pas être coupés en 2, mais nous allons mettre tout notre cœur, toute notre âme au développement jusqu'à avoir eu la charge de la preuve que nous avons bien agi. Hello. I'm quite intrigued by Je suis assez intriguée parce que vous avez dit sur la négociation, vous avez dit on peut tout négocier sauf l'architecture. Alors comment arrivez-vous à ne pas négocier l'architecture une fois que vous avez négocié tout le reste? Non, j'ai dit on ne devrait pas et on ne peut pas et on ne devrait pas, ce sont 2 choses différentes. Et vous connaissez probablement la différence entre les 2. J'ai dit qu'il faudrait tendre à négocier le mieux possible les autres choses pour ne pas avoir à négocier sur l'architecture. Mais quel que soit le bâtiment que l'on construit ou que l'on réalise, c'est toujours un pourcentage de ce que vous aviez prévu au départ. Alors, ça peut être plus de 50%, moins de 50%. Et la mesure de votre succès, c'est quand vous en faites à peu près 65% du projet d'origine. Mais c'est difficile à mesurer. Quand je regarde des bâtiments que nous avons faits par rapport à ce qu'ont fait d'autres, j'essaie de jamais comparer. Et j'étais, en fait, ce qu'on fait invariablement en tant qu'architecte, c'est qu'on compare le bâtiment qui est construit au bâtiment qui était sur la planche à dessin au départ. Donc, évidemment, on négocie sur l'architecture. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait négocier le moins possible la partie architecturale et donc le mieux négocier le mieux possible le reste, dans la mesure du possible, tout ça. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, La nature complexe d'une profession simple, c'est exactement ce que cela veut dire. La simplicité, c'est l'objectif de beaucoup de projets architecturaux, mais c'est très compliqué d'arriver à cette simplicité. Merci. Et je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ce sous-titre et cet élément dans votre livre. Ce qui m'amène à une transition parfaite sur ma question sur le sous-titre. Je viens de découvrir l'ouvrage et je suis très intriguée par ce sous-titre, cette nature complexe d'une profession simple.
Ma question est d'abord, est-ce que vous pensez vraiment maintenant que c'est une profession simple? Et par ailleurs, que pensez-vous du fait que l'éducation architecturale soit de plus en plus simple? Avant, il était beaucoup plus compliqué d'étudier pour devenir architecte. Est-ce que vous pensez que cette simplification de l'éducation rend la pratique de la profession plus complexe? Vous avez parlé de paradoxe tout à l'heure. Non, c'est M. Attali qui en a parlé, c'est pas moi. Oui, les paradoxes et les contradictions, je pense qu'il y en a un dans l'évolution de notre profession. Quand j'ai écrit cette phrase, la nature complexe d'une profession simple, il est évident qu'avec un tel sous-titre, en fait, ce n'est pas une profession simple. L'autre chose, c'est qu'il faut faire la différence entre simple et simpliste. Il y a une différence, et je crois que c'est ce que vous voulez dire, en l'occurrence. La simplicité est belle. Le fait d'être simplistique, c'est réducteur. C'est le fait d'ignorer la beauté de cette profession. Je ne sais pas si l'éducation en matière d'architecture est plus simple ou plus complexe que par le passé. J'ai étudié il y a bien longtemps. Et il y avait d'ailleurs une grande part aussi d'éléments simplistiques à l'époque. Mais je crois que les équilibres de l'époque, les difficiles équilibres de l'époque restent difficiles à l'heure actuelle. Mais l'impression que j'ai, quand je vais dans des écoles d'architecture, j'ai pas une impression que les choses soient simplistes ou que l'on essaye de réinventer la science. Parce que sinon, ça remettrait tout en question, toute notre éducation. Quand je parlais de simplification. Je pensais davantage à la séparation, la différence entre l'architecture, la conception et le côté ingénierie, où les ingénieurs semblent être les sachants à notre époque. Oui, en fait, je ne crois pas que les choses soient très différentes de l'époque où j'ai fait mes études. Les ingénieurs étudiaient dans les universités techniques alors que les architectes étaient dans des facultés différentes et avec toutes sortes de matières différentes qui affectaient l'architecture en tant que profession, art et autres. Et ce qui, à mon sens, rend l'architecture intéressante, c'est qu'elle ne doit pas forcément être en concurrence avec le côté spécialisation des ingénieurs ou autres. Mais ce qui rend l'architecture intéressante, c'est que ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas une science de spécialisation, c'est une science d'intégration. Et en fait, il faut voir toutes sortes d'éléments, alors que les spécialistes n'en savent pas beaucoup sur l'architecture. En fait, il s'agit de savoir plein de petites choses sur beaucoup de choses. En fait, l'architecte est souvent ignorant sur certains éléments clés. Et c'est d'ailleurs essentiel parce que lorsqu'il négocie avec des hommes politiques ou autres professions, ils sont eux aussi très ignorants. Et en fait, on se retrouve à discuter en ayant un degré de confiance des clients assez étrange d'ailleurs. Hello. First, I would like to say that I think in France we have this very Je voudrais tout d'abord dire qu'en France, nous avons cette profonde contradiction et cette relation amour-haine pour l'OMA. Et vous, vous êtes de quel côté pour que je me prépare? Eh bien, moi, je suis à mi-chemin. Je suis à mi-chemin.
Et j'aimerais revenir à cette idée d'image et d'illusion de la ville et au problème de confrontation de l'architecte face à la réalité de la situation des villes. En effet, en tant qu'étudiante, j'ai le sentiment d'avoir été formée pour construire ces images. Pensez-vous que l'OMA, du fait qu'il est fascinant et qu'il déteste le côté marketing de la construction des villes, trouve véritablement une réponse et propose véritablement une solution? Alors, votre question comporte déjà 5 éléments qui me paraissent erronés, ce qui me convainc quant au côté dans lequel vous êtes. À l'OMA, je dirais que moi, j'ai aussi une merveilleuse relation amour-haine avec la France. Donc là, on est synchro. Je n'ai jamais dit que nous détestions l'économie de marché. J'ai dit quelque chose de tout différent. J'ai dit que nous devions nous résigner au fait que l'architecte n'est pas un personnage héroïque et tout-puissant et qu'il ne pourra pas changer l'économie de marché. Il utilise l'économie de marché et en fait, c'est l'important dans la créativité, c'est que vous devez tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Donc nous étudions l'économie de marché, nous l'analysons et nous devons faire avec plutôt que d'aller contre. Quand vous détestez quelque chose, vous le détestez. Et à ce moment-là, sinon, vous n'êtes pas un surfeur qui va avec la vague ou un bateau à voile, vous êtes plutôt un bateau de sauvetage qui va aller à l'encontre du courant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, je ne pense pas répondre que vous avez répondu, mais je ne sais pas comment vous... Je peux pas... Je sais pas comment vous vous positionnez, en fait. Peut-être qu'on devrait boire un verre ensemble. Good evening. A very simple question. Bonsoir, question toute simple. La nature complexe d'une profession simple, 4 murs et un toit, qu'en est-il de la dalle? Parce que c'est un élément très important dans une maison. Je n'ai pas encore lu le livre, mais est-ce que vous en parlez? Oui, il y a plein de dalles dans le livre. Alors, 4 murs, un toit, le titre vient de quelqu'un, en fait. Je crois que c'était une de mes premières petites amies qui n'était pas architecte au demeurant et qui se demandait pourquoi j'arrêtais pas de parler de l'architecture. Et un jour, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as étudié pendant si longtemps? Après tout, l'architecture, c'est 4 murs et un toit. Et j'étais choquée, insultée, etc. Puis à cet âge-là, jusqu'à ce que je découvre que c'était en fait la perception qui prévalait dans le reste du monde. L'objectif de mon titre est donc de reprendre cette perception qui prévaut dans le monde et d'en faire quelque chose. Et même si la dalle est quelque chose, les fondations sont quelque chose d'essentiel pour les architectes, ce n'est pas l'élément qui prévaut dans la perception de l'architecture. Merci. Why did you become an architect? Pourquoi êtes-vous devenu architecte? J'avais le sentiment que c'était une profession qui m'inspirait, qui était plaisante et qui valait la peine. Et ça le reste.